Bienvenue dans Pêche Passion. Jean-Luc Franceus vous fera aujourd'hui partager les émotions qu'il a vécues lors de la capture de Bulldozer, qui est sans doute la plus grosse carpe du lac de la Forêt d'Orient. La recette de la semaine, c'est un véritable plat de fête que nous vous proposons aujourd'hui. Les écrevisses pâte rouge à la nage d'aromates. Le lac de la Forêt d'Orient, c'est bien sûr un énorme plan d'eau où l'été de nombreuses familles s'adonnent aux joies de la trempette ou de la planche à voile. Loin des plages et de leur agitation bruyante, on trouve des postes aménagés pour les carpistes, amoureux pour la plupart du calme et de la tranquillité. Jean-Luc Franceus, depuis une quinzaine, peut être qualifié de carpiste heureux. Il est le dernier en date à avoir capturé Bulldozer, une carpe commune qui avoisine les 30 kilos et qui est sans doute la plus grosse mémère du lac. Samedi, avant que je remballe, j'allais remballer sur le coup de 10 h du matin, le temps de tout nettoyer le matériel, tout ça. La nuit s'est bien passée et à 6 h du matin, qu'est-ce qui m'a réveillé? Mon optonique. Mon optonique s'est emballé. Et ce qui est bien, c'est que je ne savais pas quoi faire. Donc j'avais l'optonique qui était en train d'hurler, la canne qui partait. J'avais les cuissardes dans l'arbre là-bas. La barque était là, amarrée comme ça sur le sol. Et puis, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Alors j'avais la canne qui démarrait, j'avais les cuissardes dans l'arbre, j'avais la barque là, je ne savais pas quoi faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la canne, j'ai piqué, c'est-à-dire j'ai ferré un peu le poisson. Une fois qu'elle était dessus, bon, le moulinet a déroulé, a déroulé, a déroulé. J'ai eu le temps de mettre les cuissardes. Donc j'ai pris les cuissardes du mieux que j'ai pu, je les ai enfilées. J'ai voulu pousser la barque. Quand j'ai essayé de pousser la barque, je me suis fait mal parce que j'étais tout seul, la barque fait 80 kg. C'est pas facile à pousser avec une canne dans les mains. Et puis là, bon, une fois que j'étais dans la barque avec le poisson, j'ai guidé le poisson, lui, il m'a guidé. J'ai mis la canne de gauche à droite, je suis passé entre les quatre autres lignes, là on les voit, entre les 4 autres lignes, et pendant 30 minutes de combat, ça m'a fait un grand plaisir, une grande joie, surtout quand on est tout seul à 6 h du matin au bord de l'eau. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai travaillé le poisson, elle m'a pris un herbier qui est là-bas plus loin à 80 mètres. J'ai eu de la chance, j'ai pris le bon côté de l'herbier. C'est-à-dire que j'ai eu la chance de dégager le poisson tout de suite. Bon, j'ai commencé à la faire remonter la surface. 10 minutes après, elle a commencé à remonter. Quand j'ai vu le dos, parce que le poisson n'a pas sorti entièrement, j'ai vu le dos, j'ai vu la queue. La queue était très large. Et là, j'ai eu vraiment une peur, c'est qu'elle ne soit pas bien piquée, qu'elle se décroche. Enfin, soit, elle a commencé à ressonder, donc elle est repartie sur le fond. J'ai commencé à retravailler, la canne était bien pliée, le moulinet bien serré. Le poisson a ressondé pendant 10-15 minutes, quoi. Et une fois que j'ai commencé à la sentir se fatiguer, je lui ai fait prendre l'air exprès pour qu'elle soit asphyxiée, quoi. Asphyxiée, c'est un terme que les pêcheurs connaissent bien, c'est-à-dire qu'elle est fatiguée, qu'elle reste sur le dos, qu'elle ne bouge plus. Et quand j'ai vu qu'elle ne bougeait plus, je dis bon, je vais la laisser ressonder exprès pour pouvoir mettre l'épuisette à l'eau. Et au moment où j'ai mis l'épuisette à l'eau, elle a reparti. Mais alors, elle m'a repris 30 à 50 mètres de fil. Mais alors, un combat que j'oublierai jamais de toute façon. Et après les 50 mètres de fil, bon, j'avais l'épuisette entre les jambes et j'avais la canne de l'autre main. Je ne pouvais plus remonter l'épuisette, elle était trempée. Et donc, elle a ressondé, ça a encore duré 5-10 minutes, quoi. Et une fois que je l'ai mise à l'épuisette, je me suis dit, mais elle ne rentrera jamais dans l'épuisette. L'épuisette est trop petite. Alors bon, en plus, quand elle est venue sur l'épuisette, elle est venue devant, de face. Elle n'est pas venue latéralement. Donc j'ai mis au-dessus de l'épuisette. Et je me suis dit, elle ne rentrera jamais. J'étais obligé de pousser l'épuisette et de la laisser redescendre à fond dedans. Mais quand elle était dedans, pour pouvoir la décoller, il a fallu la mettre sur le tapis qui est là, le tapis de réception. Voilà, là, ici. Donc, tapis de réception toujours mouillé pour pouvoir mettre le poisson dessus. Alors bon, elle était là, comme ça, dans l'eau. Et puis il a fallu la remonter, quoi. Bon, là, c'était vraiment très dur pour la remonter. Il y a un des brins qui s'est détaché. Bon, bah, là, il ne va pas le faire. Alors là, comment j'ai pu m'y prendre pour pouvoir la mettre, parce que tout seul, c'est vraiment tout seul, hein. Il faut pouvoir mettre le poisson sans le blesser à l'intérieur. Donc on dévisse les brins.
Voilà comment on s'y prend pour pouvoir mettre le poisson à l'eau. Qui est dans l'eau, le mettre sur le tapis. Bon, une fois dedans, il a fallu que je me mette comme ça sur le bord. L'eau est à peine à 10 cm, tout allait rentrer. J'ai décollé le poisson. Puis je suis venu le mettre sur le tapis de réception. Une fois qu'elle était dans la barque, bah, je suis tombé sur le derrière. Je ne savais plus quoi. J'ai dit, c'est pas vrai, elle est énorme, c'est pas possible. Bon, alors j'étais fier, j'étais content, j'étais là-bas, épuisé parce que le combat a duré quand même 30 minutes. C'est un combat que j'oublierai jamais, de toute façon, même encore maintenant, je suis encore en train d'y penser. Une fois que j'étais là-bas, j'ai commencé à siffler, il y avait le Belge, le Hollandais qui était sur place. Ils étaient en train de dormir. Ah, j'ai sifflé, ils sont sortis et je fais, ouais, que je fais, j'en ai une. Ah, il me fait, t'en as une? J'ai dit, ouais, une petite, comme ça. Bon, le Belge, le Hollandais, un peu, bah, ils se sont dit, ils se foutent de moi, donc je m'en vais recoucher. J'ai dit, non, non, venez me donner un coup de main. Ils viennent chez moi, là, où j'avais le poste. Et puis, quand ils arrivent, oh, qui fait 35. Je dis, non, on va déjà la peser, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Et puis bon, on l'a pesé. Donc on a taré, on a mouillé le sac, on a taré pour enlever le poids du sac. Et puis on a vu l'aiguille qui commençait à descendre. On a vu la barre des 28, la barre des 29 passer. Et elle s'est stationnée à 29,9, disons presque le 30 kilos, quoi. Bon, bah, maintenant qu'elle était pesée, on a fait plusieurs pesées, plusieurs tarages, et le poids était toujours identique. Et bon, bah, maintenant que c'est fait, il va falloir faire la série de photos. Alors la série de photos, je vous dis pas, c'était unique parce que le poisson était gros, il était lourd. D'ailleurs, je suis rentré dans l'eau avec le poisson, et ils faisaient les photos, moi-même je me disais dépêche-toi, parce que c'est vrai que c'est lourd. Et puis tout d'un coup, je suis parti à l'avant avec le poisson, la tête dans l'eau, carrément, tellement il était lourd. Bon, je me suis repris après, j'ai repris le poisson, puis je suis parti au large. Bon, au large, on a fait une série de photos, des très belles photos d'ailleurs. Le poisson, j'ai laissé repartir tout doucement, on aurait dit un bébé. Mais c'est sérieux, un bébé. Hein. Le poisson, bon, j'ai fait le bisou, la caresse, bon, il est reparti tout doucement dans les herbiers. Si je voulais, je pouvais le reprendre. Mais c'était unique, quoi. C'était un très beau combat, j'oublierai jamais. Hein. Ça, c'est beau, c'est... De toute façon, après, j'étais dans l'eau. Quand je suis remonté, j'étais sur la chaise, puis j'étais en train de dire, c'est pas vrai, c'est moi qui ai touché un poisson comme ça, c'est pas possible. C'est dingue, hein, c'est pas possible. Le lac de la forêt d'Orient abrite de très nombreuses grosses carpes. Le no-kill y est obligatoire et la surveillance est très sévère. Ceux qui traquent les grosses carpes savent que le prix à payer pour vivre des émotions si violentes que celles que Jean-Luc Franceuse a connues se monnaie en centaines d'heures de patience et de ruse avec les poissons que l'expérience rend chaque jour plus méfiant. À un poste situé à une autre extrémité du lac, un groupe de 3 amis n'a pas encore eu de grosses prises à se mettre sur le tapis de réception. À peine 2 grosses brèmes et une belle tanche immédiatement remise à l'eau elle aussi. Qu'à cela ne tienne, ils ont le matériel, la patience et la foi, celle qui soulève les montagnes et attire les grosses carpes. Bon, alors ça c'est le montage hélicoptère, assez simple. Ça consiste à mettre un backstop pour faire une butée pour la ligne en cas de départ. Quand la carpe démarre, elle tire la ligne, elle se fait automatiquement avec le backstop. Le montage, bon, ça consiste à mettre un plomb trilobe pour éviter que ça bouge énormément quand il y a beaucoup de vent. Une perle en caoutchouc pour bloquer, pour pas que ça abîme la tresse. Un émerillon baril pour éviter que ça vrille la tresse. Le montage hélicoptère, 2 petites perles en plastique qui s'emboîtent l'une à l'autre. On met l'émerillon dedans et il tourne sur lui-même. Ce qui fait que quand on lance, il n'y a aucun risque d'emmêlage. Le montage de la bouillette, c'est sur un cheveu, avec le stop bouillette. La petite gaine supplémentaire pour éviter que ça s'en mêle.
Là, la bouillette est peut-être un peu grosse, mais dans des lacs comme ça, on a tendance à utiliser des bouillettes un peu plus grosses pour éviter d'avoir trop de départ de petites carpes. L'avantage de la tresse, c'est que ça n'a aucune mémoire, ça n'a aucune élasticité. Et c'est très résistant. En plus, au passage dans les herbiers, par exemple, quand il y a une carpe au bout de la ligne, quand elle a... Bon, ça arrive des fois qu'elle arrive à s'accrocher sur les bordures dans les herbes, on arrive à couper les herbiers avec les tresses. Parce que c'est quand même assez résistant. Et autrement, il y a un nœud de jonction qu'on voit là sur la bobine, le raccord entre la tresse et le nylon, qu'on peut coller. C'est même conseillé parce que ça évite d'avoir une glisse entre les deux nœuds. On le voit là. Ça, c'est des bobines qui ont une très grande capacité de fil. Il faut considérer à peu près qu'on peut mettre entre 400 et 600 mètres de fil suivant les diamètres. Ça permet de pêcher très loin. Ce qui est des fois un avantage parce que le poisson, dans la journée, peut se tenir à très grande distance. La nuit, ça peut être le contraire. On peut les pêcher à 80 mètres, à portée de canne, sans problème. Et ça dépend de l'activité qu'il y a dans le lac. Là, on va se préparer pour relancer les cannes en bateau. Installer les lignes à l'aide d'une barque est le plus sûr moyen d'éviter que son hameçon ne se trouve à 20 mètres du tapis de bouillette que l'on a installé pour attirer le poisson. Il existe d'autres techniques, fils et filets solubles lestés de bouillettes, mais ces dernières ne permettent jamais de déposer de grandes quantités de bouillettes à proximité de l'hameçon et ne conviennent que dans les endroits où les amorçages massifs sont inutiles. J'ai posé la question parce que si jamais vous en auriez un, que je vous aurais donné le numéro du nom, comme ça, dans les autres qui vous avez une carte, vous voyez après, ouais, je m'en vais pas garder. Après, on peut Les journées des carpistes se déroulent paisibles. La majeure partie des occupations consiste bien sûr à surveiller le matériel, à entretenir l'amorçage et à le faire évoluer en fonction des touches enregistrées. Dans le calme reposant de la nature, on rêve éveillé à des captures records, à des combats titanesques et surtout, entre amis, on évoque des souvenirs qui, avec le temps, ont pris des accents homériques. Tout cela en espérant que dans les heures qui vont suivre, on va enfin pouvoir vivre des événements qui seront bientôt de nouveaux souvenirs. Bon, alors là, je vais changer la bouillette. Je vais l'installer sur le cheveu. Là, c'est une bouillette de 24. En fonction du poisson qui se trouve dans le plan d'eau, on essaye de mettre les bouillettes adéquates. Comme ça, un plan d'eau quand même assez important avec des très gros poissons. On met des bouillettes de 24 à peu près. Tu te rappelles quand on avait traversé, il y a eu la tempête là, quand j'ai fait la carpe là, avec les vagues. Ah ouais, tu sais, le bivy était, quoi, même pas 50 cm du bord de l'eau. Et puis on n'était pas vraiment très haut par rapport au niveau de l'eau, peut-être à 20 cm, quelque chose comme ça, ou 30 cm. Ah ouais. Et quand le vent s'est mis à souffler, ça venait du bout du lac, il y avait peut-être 7-8 km de large. Allez, on l'a vu arriver la tempête. Les vagues, ça remplissait le bivy au fur et à mesure. Dans la tente, carrément. Et tu sais, j'avais des espèces de petits gilacs en plastique. Tout flottait là-dedans. Heureusement que j'avais ça, je mettais tout dans les gilacs. Ouais. Comme ça prenait pas l'eau. Alors, affreux là. Puis alors la tente, pareil. Là, j'ai même perdu un parapluies. Ah ouais, le parapluie s'envole. D'un seul coup, vous savez, on n'a pas le temps de tout ramasser. Sûr, quand ça se lève d'un coup. Les rodpots se sont couchés aussi, pareil. Oh, les cannes dans l'eau.
Et puis quand je ramenais le poisson, de la grêle. Alors là, je t'ai dit, en short, recevoir des grêlons, c'était bien. T'as le regarder pêcher, j'ai retourné à la tente, je sais plus ce que j'ai fait. À la tente. Quand ça s'arrête, t'as des trous dans les cuisses. J'arrive, tous les rodpots par terre. Il manquait une canne à François, c'est le rodpot. Ah ouais, en plus, ouais. Elle était partie dans les vagues. Le temps que je ramène la carpe, je sais pas ce qui s'est passé, ça a tout couché, la canne dans l'eau. Partait, hein. Ouais. On l'a récupéré quand même. Ah, je la voyais pas au départ. Hein. On peut dire que c'est un coup de chance, là, parce qu'avec les vagues qu'il y avait... Ouais, ça va, même si ça souffle fort, les buggy sont comme... On était sur les grosses roches. Sur les rochers, là. Ouais, le pire, c'est que ça pouvait casser les anneaux ou les sillons. Voilà, il avait cassé les pics de sa tente. Au Moulin du Landion à Dolencourt. Et aujourd'hui, nous allons exécuter une recette d'écrevisse qui me tient beaucoup à cœur. Parce qu'on dit toujours que la nostalgie n'est plus ce qu'elle était. Mais je pense que quand il s'agit de ces petites bêtes qui sont les reines des rivières, les reines malheureusement déshéritées, puisqu'on en trouve très peu, on pense fatalement avec nostalgie à une petite balance au bord d'un cours d'eau. Et on pense aussi au créateur de cette recette qui a eu le plaisir et l'honneur de voir défiler à sa table tous les grands de ce monde, industriels, artistes de cinéma, etc., et qui s'en sont régalés. Donc c'est aussi en l'honneur de Paul Gérôme que je vais l'exécuter. Les ingrédients vont donc se composer, bien entendu, d'écrevisses, des pâtes rouges obligatoirement, qui seront comptées par une dizaine de pièces par personne dans la mesure où elles auront cette taille, un peu moins si elles sont plus grosses, un peu plus si elles sont plus petites. Nous aurons également besoin d'un petit mélange de cognac et whisky à 50%, d'une demi-bouteille de vin d'Alsace, de préférence un Riesling, d'un demi-litre d'eau, de fleurs de sel de Guérande, de thym, d'estragon que l'on peut choisir frais ou lyophilisé, de petites mignonnettes de poivre qu'on peut choisir grises ou blanches, et également de poivre moulu ou de piment de Cayenne, de préférence le piment de Cayenne. Vous aurez également besoin d'un bouquet de persil, d'une carotte, de 2 gousses d'ail et d'un oignon. Pour la cuisson de l'écrevisse, nous avons donc besoin de cette petite brunoise de carottes, de cette brunoise d'oignon, de cet ail légèrement haché, grossièrement haché, du persil également grossièrement haché, et de ces herbes-là, dont l'estragon lyophilisé, qu'on préférera pour la cuisson à l'estragon frais, qui lui nous servira plutôt à décorer l'assiette. Nous allons donc commencer maintenant la cuisson du bouillon qui va nous servir à cuire les écrevisses, en commençant par mettre dans cette casserole la petite brunoise de carotte, auquel on va ajouter la petite brunoise d'oignon et notre ail grossièrement haché. Ce sera terminé pour la première étape de la cuisson. Un petit peu d'huile d'olive. Et nous allons laisser à peine prendre la température pour pouvoir tout simplement flamber ces légumes avec notre mélange cognac-whisky. Nous allons donc flamber ces légumes frissonnants dans l'huile d'olive avec notre mélange whisky-cognac. Voilà.
Et aussitôt le flambage terminé, nous allons retirer du feu pendant quelques secondes la casserole, sans laisser réduire complètement le cognac et le whisky, qui doivent de toute façon donner un parfum supplémentaire à cette sauce. Nous allons donc maintenant ajouter tous nos aromates et nos épices, en commençant à froid bien entendu, par le persil, ensuite l'estragon lyophilisé, ensuite notre poivre mignonnette, ensuite une pincée de piment de Cayenne moulu, et nous allons terminer par un peu de thym en branche, simplement coupé, sans être criblé ni effeuillé. Avant de remettre la casserole sur le feu, nous allons procéder au mouillement avec le vin d'Alsace. Pour une personne, c'est largement suffisant. Et nous allons faire réduire cette première partie de la cuisson sur le feu, en la posant simplement sur un feu vif et en attendant une première ébullition qui va nous permettre de faire partir l'acidité du vin blanc avant d'y ajouter les ingrédients suivants. Voilà, notre vin a réduit d'un petit quart. Nous allons donc, pour quand même garder le goût du Riesling à la sauce, l'arrêter de réduire et nous allons continuer en ajoutant de l'eau pour la cuisson, sinon ce ne serait pas un courbouillon. On va assaisonner, toujours ma vieille passion, de sel de Guérande, que vous pourrez rectifier en fin de cuisson si c'est nécessaire. Nous allons y ajouter notre crème, pour une personne un tout petit verre. Nous remettons donc sur le feu jusqu'à ébullition, moment où on va procéder à la cuisson des écrevisses. Nous allons donc prendre nos écrevisses et les jeter très rapidement dans la cuisson et couvrir la casserole d'une assiette pour accélérer cette cuisson. Voilà nos écrevisses enfin cuites, ce qui a pris à peu près 3-4 minutes. Nous allons les découvrir et les dresser très rapidement sur assiette parce que ça se mange avec les doigts, mais il faut que ce soit brûlant. Si on ne se brûle pas les doigts, c'est pas la peine de les manger. Vous voyez? On se brûle un peu les doigts pour les dresser, mais c'est encore pire pour les manger. Hein. Parce que moi encore, je suis un peu habitué à la chaleur. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors, plus vite on le fait, mieux ça vaut. Voilà. Nous versons, après l'avoir remué, un petit peu de bouillon sur l'assiette. Et nous n'aurons plus qu'à finir notre présentation pour les rendre très belles, comme il se doit. Car il ne faut pas négliger la présentation des petites reines. Un petit peu de ciboulette, un petit peu d'estragon effeuillé. Un petit peu de thym. Et nous en aurons terminé avec ce que M. Chaplin appelait les plus belles écrevisses du monde.
La semaine prochaine, Pêche Passion vous emmènera dans la Haute-Somme, où nous pêcherons au coup en barque avec Alain Ferrari, bien connu dans le milieu de la compétition. Gardons la pêche. Yeah.